Une nouvelle étape historique vient d'être franchie par la RDC dans le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le pays de Lumumba a intégré officiellement le groupe Egmont, un réseau international qui favorise la coopération et l'échange de renseignements entre les cellules de renseignement financier du monde entier. Hervé Claude Ntumba Batukonke était cette semaine qui s'achève dans le Lualaba. Le directeur général du FPI est allé faire l'évaluation des opportunités de financement de projets industriels, du niveau d'exécution de projets ayant bénéficié du financement FPI et de la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Ces titres et tant d'autres sont à développer dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité Développement, votre magazine hebdomadaire d'actualité économique. Les finances publiques ainsi que le développement en République démocratique du Congo, c'est notre affaire. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape historique dans le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce en intégrant officiellement le groupe Egmont, un réseau international qui favorise la coopération et l'échange de renseignements entre la cellule de renseignement financier du monde entier. Cette admission est le fruit des réformes engagées depuis 2019 et consolidées depuis juin 2024 sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce aux réformes portées par le ministre des Finances, Doudou Fomba Likonde Botaï, en étroite collaboration, bien entendu, avec la cellule nationale des renseignements financiers. Cette avancée majeure renforce la crédibilité de la RDC sur la scène internationale et consolide son engagement en faveur de la transparence financière, de l'intégrité du système financier et de la coopération internationale. Mission d'itinérance du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, à Kolosi. Nous sommes là dans le Lualaba. Le patron de cet établissement public est allé examiner et évaluer les opportunités de financement des projets industriels, le niveau d'exécution des projets ayant bénéficié du financement FPI et la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Les détails dans ce reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie donne un coup de pouce aux industries du Lualaba. Son directeur général, Hervé Claude Batukonke, a effectué une mission d'itinérance cette semaine à Kolosi pour examiner et évaluer les opportunités de financement de projets industriels, le taux d'exécution des investissements ayant bénéficié de crédits, le besoin et les demandes des entrepreneurs, accélérer le recouvrement conformément aux échéances et renforcer la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Loin de ses bureaux de Kinshasa, le directeur général a abandonné le costume pour inhaler la poussière de Kolosi pendant cette saison sèche en visitant plusieurs projets structurants. Première étape, visite de l'entreprise agro-pastorale Mbeko Shamba, située aux environs des Tenke Fongorome, qui sollicite un crédit. Elle possède une ferme avec plusieurs têtes de bétail, des champs de maïs et une minoterie qui transforme 3000 tonnes par jour. Mbeko Shamba produit aussi des aliments pour bétail et des intrants pour les entreprises brassicoles. Walter Coutenier, gérant de cette société, a donné des assurances au FPI quant à la qualité de ce produit et à la rentabilité du marché. Il s'est dit éligible au financement du FPI au regard des garanties qu'il présente. On attend surtout un partenariat, une assistance financière, mais aussi, plus que ça, en fait, on attend un partenariat public-privé
les garanties, c'est bien évidemment les garanties foncières, puisque on a quand même ici une concession de 5553 hectares, qui est proche non seulement d'une activité minière, mais aussi d'une ville. La deuxième garantie, c'est on va chercher des garanties avec des assurances crédit, mais aussi la garantie, c'est le savoir-faire, l'expérience, tout ce qu'on a déjà investi. Il faut considérer qu'aujourd'hui, dans notre stratégie agro-industrielle, 80% du chemin est fait. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui nous permet de vraiment démultiplier ce qu'on a déjà mis au point. Que nous, ce qu'on veut, c'est accompagner la vision de ce pays, qui est la création d'une classe moyenne. Après avoir été financé par le Fonds de promotion de l'industrie, après avoir réalisé des performances à Lubumbashi et à Kinshasa, le groupe Mining Engineering Service, MES, sollicite un autre crédit pour étendre ses activités à Kolwezi. Il construit actuellement des usines de production de matériaux de construction, des plaques anodiques, de câbles électriques et de produits sanitaires dans les savons. Sur cet investissement, le FPI ouvre une brèche pour une prise de participation et est favorable à cette énième demande d'une entreprise qui fait de prouesses et rembourse les crédits contractés. Hervé-Claude Baton-Conquet s'est aussi rendu dans les installations des minoteries Tout à coup Service et d'Agril CMCK où il a prêté une oreille attentive aux entrepreneurs tout en instruisant ses équipes à traiter leurs dossiers des demandes de fonds avec diligence dans un bref délai. Pour lui, la vision du président Tshisekedi de la revanche du sol sur le sous-sol passe aussi par le financement des unités de production et de transformation. Une vision qui met l'accent sur la création des chaînes de valeur et des emplois, l'autosuffisance alimentaire et la limitation des importations. Fidèle à sa discipline et à la rigueur, Hervé-Claude Baton-Conquet a conféré avec les personnels du Fonds de promotion de l'industrie Lualaba en répondant à quelques questions posées par les agents. Certaines ont trouvé de réponses sur les champs, tandis que d'autres seront examinées dès son retour à Kinshasa. Pour la réussite totale de sa mission, le directeur général a rencontré la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Au-delà de la présentation de civilité, les deux personnalités ont parlé du développement, du financement de projets des jeunes et des femmes entrepreneurs. À ce sujet, l'exécutif provincial du Lualaba et le FPI devraient identifier de projets structurants à financer. Il était tout à fait normal de présenter nos civilités à Madame la gouverneure. Donc ça s'est très bien passé. Nous avons profité pour aussi parler du développement de la province de Lualaba, qui est une province qui a beaucoup de potentiel. Et vous allez voir qu'à mes côtés, j'ai la directrice du Fonds de promotion de l'industrie ici au Lualaba. Et nous avons aussi les directeurs des projets. Donc nous avons échangé sur les projets, surtout les projets des jeunes et les projets des femmes. Et Madame la gouverneure nous a beaucoup encouragés et nous a demandé à travers la directrice provinciale des FPI de pouvoir travailler avec la ministre provinciale de l'économie pour essayer d'identifier les jeunes et les femmes qui ont des projets pour que nous puissions les accompagner. Nous faisons cette mission d'itinérance pour identifier les opportunités et aussi essayer de créer de la valeur en finançant certains projets. C'est comme ça qu'ensemble nous allons soutenir l'initiative de Madame la gouverneure et aussi surtout la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le directeur général a salué le dynamisme et le leadership de Fifi Masuka, résolument engagé dans le développement de sa province. Marché carbone, tourbière, couloir vert et eau sont des grosses opportunités pour la République démocratique du Congo d'avoir des ressources financières importantes pour son programme de développement. Cela devra être appuyé par des réformes dans le secteur de l'environnement. C'est dans ces termes que la ministre
de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, Marie Nyangi Ndambo, s'est exprimée lors du briefing de presse du mardi 7 juillet dernier, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe. Didi Mavambo Nombo Le Pepe. Avancées enregistrées, réformes en cours et perspectives pour la République démocratique du Congo, c'est le thème au centre du briefing de presse animé par la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangi Ndambo, avec celui de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe. Dès son attaque, la patronne de l'environnement a relaté aux journalistes que la RDC regorge le potentiel le plus important d'eau douce d'Afrique, d'où la nécessité de créer un office congolais de l'eau au regard des enjeux qui se présentent sur le plan continental. Je voudrais préciser ici que la RDC a plus de 50% d'eau douce d'Afrique. Et comme vous savez, aujourd'hui, l'eau est qualifiée de l'or bleu. Avec l'eau, vous pouvez réaliser toute une économie. Dans le cadre des réformes que le gouvernement met en place, il fallait doter les pays d'un office qui va s'occuper non seulement de comment préserver l'eau, parce que je vous dis en passant, l'eau peut s'épuiser aussi. Il y a des facteurs qui génèrent l'eau. Et donc, si ces facteurs sont en souffrance, on peut se retrouver avec des sources qui tarissent. Et donc, pour affirmer notre leadership dans ces domaines et donner au pays les ressources, il fallait créer l'Office congolais de l'eau. Cet office va également regarder toutes les problématiques liées à la carence d'eau dans beaucoup de pays, disons régionaux. Et donc, pour éviter que beaucoup de choses ou beaucoup de mal nous tombent sur la tête, il faut anticiper. Et c'est ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a estimé qu'il fallait créer cet office-là qui va réellement travailler de manière stratégique pour anticiper sur tout ce qui concerne la gestion de l'eau et comment faire en sorte que cette eau puisse aider aussi les pays qui nous entourent. Et je voudrais vous dire qu'on peut tirer beaucoup de ressources financières à partir de l'eau. Et donc, cet office qui va être sous ma tutelle, nous allons travailler sur les stratégies pour que l'eau de la RDC procure des revenus à la République. Concernant le projet couloir vert Kivu-Kinshasa, Marie Nyangi Ndambo a rassuré que cela va développer une économie verte avec beaucoup d'opportunités d'investissement au profit surtout des communautés locales, tout comme les marchés carbone. Le couloir vert Kivu-Kinshasa va apporter un grand changement. Les changements sur le plan économique. Et vous savez, lorsque l'économie se développe, le social vient avec. Le couloir vert va permettre de construire les routes de l'Est à l'Ouest. Et le programme est en cours. La construction de ces routes-là est en cours. On va aménager les ports parce que on pourra partir de l'Est jusqu'à Kisangani par route, et à partir de Kisangani, on va aménager des ports au vrai sens du mot, c'est-à-dire des ports vraiment avec des bétons, des grilles, jusqu'à Kinshasa. Et donc, ça va créer des emplois et ça va donner des revenus aux ménages qui sont dans cet espace-là. Et aussi, parce que cette zone couvre la zone qu'on appelle la Kivette. Cette partie regorge
plus de 65% des tourbières de la RDC. Donc, à partir des marchés carbone, on ira chercher l'argent et les marchés carbone, des règles sont claires, les pourcentages pour les communautés locales, par exemple, c'est 30%. Lorsque vous avez vendu les crédits carbone, on dit 30% aux communautés locales. Et on surveille. Si la première année, vous n'avez pas donné les 30%, vous n'avez pas réalisé des projets communautaires pour ces communautés-là, votre crédit ne sera plus crédible. Donc ça signifie que dans cet espace, on va développer l'agroforesterie, et on va développer des activités économiques, mais qui ne vont pas émettre des gaz à effet de serre comme ça se passe ailleurs. On va développer une économie verte. Et ça va permettre aux communautés de se retrouver. Ça, c'est quelque chose sur laquelle le président de la République tient beaucoup, que les communautés rurales améliorent leurs conditions de vie là où ils sont. Ça leur permettra de rester là où ils sont et de mener une vie digne. Abordant la question sur la baleine qui a échoué sur la plage de Mwanda dans le Congo central, la ministre de l'Environnement a avoué que le pays ne dispose d'aucun équipement devant remettre un tel animal dans l'océan. Le gouvernement se prépare pour acquérir le matériel qu'il faut en vue de régler en toute professionnalité ce genre d'incident et protéger la vie de ces mammifères marins de grande taille. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD a enregistré au mois de juin 2026 des performances supérieures à ses prévisions, confirmant l'amélioration progressive des mécanismes de mobilisation des ressources publiques. Selon les données officielles, sur les assignations de 512 milliards 363 millions 652 662,53 francs congolais, DGRAD a mobilisé en juin dernier 552 milliards 387 524 096,78 francs congolais, soit un taux de réalisation de 115,54%, témoignant d'une capacité accrue à capter les recettes non fiscales. Sous la conduite de son directeur général, Étienne Ochoudi-Lutula, la régie financière s'inscrit dans une trajectoire ascendante soutenue après des résultats déjà remarquables enregistrés en avril, tenu 113,86% et en mai 102,19%. La DGRAD s'aligne dans la mise en œuvre de la politique de mobilisation accrue des recettes internes impulsée par le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotai, en ligne avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la consolidation de la gouvernance financière et le financement durable de priorités nationales. La Direction générale des douanes et axes, DGDA, va de performance en performance. Tenue au mois de juin 2026, la DGDA s'est davantage montrée performante en enregistrant un taux de réalisation de 117,42% de ses assignations pour des recettes mobilisées de 720 milliards 780 millions 798 939 francs congolais. Cette performance traduit la détermination constante de la douane congolaise à renforcer la mobilisation des ressources internes au profit du développement économique et de la souveraineté financière de la RDC. Toutes ces performances sont réalisées sous le leadership, bien entendu, éclairé du directeur général Bernard Kabese Moussangou, assisté de ses deux adjoints, Jean-Louis Baona Mabolia et Jean-Claude Kalenga Makonga, sous l'impulsion du ministre des Finances, Doudou Famba Likonde Libotai. Lancée le lundi 6 juillet 2026, la troisième session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales, COPAC RDC,
s'est clôturé le vendredi 10 juillet 2026 en débouchant sur des résolutions fortes et des recommandations applicables qui feront de la décentralisation une réalité vécue par tous. Ces assises visaient à permettre aux provinces de la République démocratique du Congo de mieux relever les défis liés à la gouvernance locale, à la stabilité institutionnelle et à la mobilisation efficace des ressources financières. Plus de détails dans ce commentaire de Priska Sekana. Ouvert par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le lundi 6 juillet 2026, la troisième session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC, session de juillet 2026, s'est clôturée le vendredi 10 juillet 2026 en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luko. Ces assises ont été consacrées essentiellement aux échanges sur les défis auxquels sont confrontées les assemblées provinciales, notamment sur le renforcement du contrôle parlementaire, l'amélioration de l'efficacité du travail législatif, le renforcement de la collaboration institutionnelle, ainsi que la mise en place des mécanismes susceptibles de rapprocher davantage l'action publique des populations. Pendant le 5 jours des travaux intenses organisés à travers des panels et exposés, les députés provinciaux ont mené une évaluation sans complaisance de la gouvernance provinciale. Celle-ci a abouti aux recommandations devant conduire à l'amélioration du fonctionnement des institutions provinciales et au renforcement du rôle des 780 députés provinciaux dans la nouvelle architecture institutionnelle. Au titre des urgences pour rendre la décentralisation effective à la base. Les recommandations suivantes ont été formulées à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'accorder l'urgence à la modification et au vote de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, devenue anachronique et dépassée par plusieurs de ses dispositions. S'impliquer en qualité d'autorité budgétaire pour que le gouvernement, par l'entremise de ses ministres en charge du budget des finances, puisse insérer les émoluments et les frais de fonctionnement des députés provinciaux dans le budget national pour leur attribuer un caractère contraignant. Il en est de même pour les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. 3. Veiller à ce que les prérogatives des assemblées provinciales ne soient bâties en brèche par le pouvoir central et afin d'éviter une sorte de mise sous tutelle de nos différentes assemblées provinciales. Pour le gouvernement de la République, 1. Accélérer la mise en œuvre effective de la décentralisation administrative, financière et technique des provinces. 2. Financer le parachèvement du processus d'organisation des élections municipales et locales des maires de la ville, bourgmestres et autres qui ont prouvé leurs limites. Prenant acte de la fin des travaux de cette troisième session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales COPAP RDC, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Luko, a salué l'essence élevée des responsabilités dont ont fait montre les élus provinciaux. Le thème de cette session consacré à la stabilité des institutions provinciales et au statut social des honorables députés provinciaux traduit la pertinence des préoccupations qui animent nos institutions. Une province stable, dotée d'institutions fortes et d'élus bénéficiant des conditions adéquates d'exercice de leur mandat constitue un gage de développement, de paix, de cohésion nationale. Le gouvernement de la République, sous la haute autorité de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, demeure résolument engagé à accompagner toutes les initiatives
visant à renforcer l'état de droit, à consolider la gouvernance démocratique et à assurer une collaboration permanente entre les institutions nationales et provinciales. Je tiens aussi à saluer le sens élevé de responsabilité dont vous avez fait preuve tout au long de ces assises. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus méritent une attention particulière et feront l'objet d'un examen attentif au niveau du gouvernement afin que les solutions proposées puissent contribuer efficacement au développement de notre pays. Notons que le Sénat étant l'émanation des provinces a rassuré la mise en œuvre et le suivi auprès du gouvernement central des résolutions qui émanent de ces assises. La place du contrôle supérieur de l'IGF dans l'organisation et le fonctionnement de l'État était l'un des principaux thèmes abordés lors du séminaire de renforcement des capacités des professionnels des médias, des acteurs de la société civile, en vue de l'approbation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'Inspection générale des finances. Les différents orateurs ont soutenu que l'efficacité de gestion dépend largement d'une meilleure coordination et complémentarité des institutions de contrôle avant d'encourager l'IGF à soutenir les réformes engagées, cristallisées dans le contrôle systémique présenté comme une évolution majeure des méthodes traditionnelles de contrôle en vue de la moralisation de la gouvernance financière de l'État. Retour sur ce qui s'est passé le troisième jour de ce séminaire de renforcement des capacités, dont ce commentaire de Bakayaka Luboulou Fabien. Place du contrôle supérieur de l'Inspection générale des finances dans l'organisation et le fonctionnement de l'État était le thème principal du troisième jour du séminaire de renforcement des capacités des professionnels des médias et des acteurs de la société civile en vue de l'appropriation du plan stratégique triennal de l'Inspection générale des finances. À cet effet, 4 sous-thèmes ont été développés par des éminents orateurs qui ont rencontré dans le moindre détail les préoccupations des bénéficiaires. Développant les sous-thèmes organisation politique et administrative de la RDC, regard rétrospectif sur le rapport entre les 3 pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, l'honorable Lambert Mende Omalanga, ministre honoraire de la communication et médias, n'a pas mâché ses mots. Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que les 3 pouvoirs sont comme des vases communicants, des éléments liés de telle sorte que ce qui est gagné ou perdu par l'un est proportionnellement compensé par l'autre. 66 ans après l'indépendance, 30 ans après la première intrusion armée du Rwanda en République démocratique du Congo, notre pays est sur le fil du rasoir. Je dois reconnaître qu'à partir de 2020, l'apport de l'IGF dans la lutte pour conjurer les dysfonctionnements pernicieux de la gestion des finances publiques s'est avéré d'une efficience indiscutable. J'estime que les patrouilles financières et les autres types de contrôles qui ont été initiés par ce service a permis un certain assainissement des pratiques de gestion. Il faut s'en réjouir, parce que cela ouvre la voie à la construction d'une stratégie de puissance dont le Congo ne peut pas se passer dans un monde qui est devenu férocement compétitif. Une des conséquences attendues d'un redressement en cette matière sera de doter les animateurs des 3 pouvoirs dont nous avons parlé, à tous les niveaux, des ressources matérielles, des ressources humaines requises pour leur fonctionnement optimal dans l'intérêt supérieur du peuple congolais qu'il faut considérer comme la loi suprême.
Rôle et importance du contrôle au sein des institutions publiques était le deuxième sous-thème décortiqué par l'honorable sénateur Christophe Lutundula Bene-Apala, ministre honoraire des Affaires étrangères. Dès l'entame de sa communication, il a apprécié la bonne qualité du travail abattu par l'Inspection générale des finances, tout en faisant la classification des différents types de contrôles qui ont un point commun, celui de contrôler les actes de gestion. Il a en outre souligné le fait que le contrôle tient compte du temps et de l'époque pour plus d'efficacité. Pour arriver aux ajustements, il faut avoir fait le diagnostic. On ne fait pas le diagnostic sans le contrôle. Je crois que là aussi, nous devons nous mettre d'accord pour dire que le contrôle est essentiel. Le contrôle, c'est la boussole. C'est en même temps la sève vivifiante pour toute action de l'État. Et donc, le contrôle est un impératif à la fois moral, démocratique et de bonne gestion de la collectivité. C'est le contrôle qui permet de mesurer l'adéquation des politiques publiques aux objectifs de développement du pays. C'est le contrôle qui permet de juger l'efficacité de l'action gouvernementale et surtout la capacité des dirigeants qu'ils soient politiques, j'allais dire un peu aussi même les dirigeants de la société civile. Moi, je commençais par la société civile, je sais de quoi je parle. C'est le contrôle qui permet d'améliorer les performances des institutions publiques, ainsi que de leurs animateurs. Mais attention, c'est théorique. Tout cela ne peut se faire qu'à deux conditions. Donner aux organes de contrôle les ressources. La deuxième, la sanction. Et c'est ça le mal. La sanction. Mes chers amis, le droit, quelle que soit sa nature, que ce soit le droit pénal, le droit constitutionnel, le droit civil, le droit n'est pas capable de réguler les rapports sociaux. Le droit pénal, quelle que soit sa force dissuasive, ou je dirais même répressive, ne peut pas garantir la fin de la criminalité, la fin de la délinquance, si la règle de droit n'est pas soutenue, ne trouve pas un terreau de son applicabilité. S'il ne trouve pas une culture de droit, qu'est-ce que moi j'appelle culture de droit? C'est l'acceptation du fait qu'il faut dans toute société, dans toute gestion, des règles auxquelles il faut obéir et que tout le monde, citoyen simple, gestionnaire d'État, du plus haut au plus bas, le jour où nous allons dire oui, il faut respecter la Constitution, il faut respecter le Code civil, il faut respecter le Code pénal, il faut le droit de l'homme et on se comporte en conséquence, c'est ce jour-là que le contrôle va être vraiment quelque chose de très important dans nos sociétés. Et je termine, le dernier aspect, ce sont les réformes. Il ne sert à rien que l'Inspection générale des finances produise des rapports, que la Cour des comptes nous dépose les cahiers de ses observations, on nous dit qu'il y a des dépassements endémiques parce que ça date des années et des années. Madame a parlé de mon passage au Parlement, je suis à ma 27e année, j'ai des collègues ici, les Lambert et les autres, ce sont les mêmes observations qui sont faites, ce n'est pas appliqué. Et en ce moment-là, le contrôle il va servir à quoi? Voilà le défi qui nous est lancé. Je vous remercie. Organisation de la fonction contrôle de l'État en République démocratique du Congo, ancrage institutionnel et rapport entre les différents organes de contrôle, sous-thèmes analysés successivement par Umbadi Ndangi et Omaloete Katako, deux inspecteurs généraux des finances émérites. Ces deux éminents orateurs sont arrivés à la conclusion selon laquelle le rapport entre les différents organes de contrôle ne doit pas être posé en termes de suprématie ou prééminence d'une institution sur une autre, mais plutôt en termes de collaboration entre services.
il faut, de la part des pouvoirs publics, de réactiver, de conscientiser les différents acteurs des contrôles, des différents contrôles, pour tout ce qui est de leurs compétences, afin d'optimiser la gestion des finances publiques. Il y a une nécessité d'œuvrer pour, entre ces organes de contrôle, trouver une plateforme de collaboration pratique. On peut prendre des dispositions pratiques pour que chacun puisse exercer ses missions sans gêner l'autre, surtout sans préjudicier l'État, sans préjudicier les finances publiques. Parce que dans cette affaire, les hommes de mauvaise foi, il y en a toujours, non? Je peux venir vous contrôler, Inspection générale des finances, mais vous n'êtes pas content du contrôle que je vais faire, vous avez des connaissances à la Cour des comptes, et vous allez demander un contrôle qui viendra suspendre le mien. C'est ce genre de choses qui doivent nous faire réfléchir pour qu'on trouve des dispositions de collaboration qui peuvent nous mettre dans une situation de complémentarité institutionnelle. Parce qu'on a dit, on poursuit le même objectif. Et pour cela, la classification que la loi relative aux finances nous donne, je pense qu'elle peut aider. Elle dit, il y a un contrôle administratif, où on a classé des organes, il y a un contrôle juridictionnel, où se trouve la Cour des comptes, et il y a un contrôle parlementaire, législatif. Et cet avant-midi, j'ai aimé ce que l'honorable Toundoul a dit. Il a dit que le contrôle du Parlement, c'est un contrôle politique et qui peut s'appesantir beaucoup plus sur l'opportunité. L'opportunité, contrôle le programme du gouvernement, comment il est exécuté, est-ce que les politiques publiques sont respectées? Et si le Parlement a besoin d'aller contrôler un comptable, il peut demander à la Cour des comptes de le faire, il peut demander à l'IGF de le faire. Au regard de la pertinence des questions posées par les participants, auxquelles tous les orateurs ont brillamment répondu, il y a lieu d'affirmer sans être contredit que l'appropriation du plan stratégique triennal de l'Inspection générale des finances sera bel et bien un objectif atteint à l'issue de ce séminaire de renforcement des capacités. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa, c'est avec Céline Boumba Angelani. Commençons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de Kinshasa avec la cuisse de poulet de 10 kg dont un carton coûte 53 000 francs congolais au marché de la Liberté, 52 000 francs congolais à Ziguida et Matete et 51 000 francs congolais à Gambela. Pour le produit sec, sachez qu'un sac de semoule de 25 kg de la marque Extra se vend à 43 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida et Gambela et 44 000 francs congolais à Matete. Du côté légumes, le prix d'une botte d'épinards revient à 3 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Un bidon d'huile végétale de 5 litres produit par l'entreprise Palmco se vend à 28 000 francs congolais au marché de la Liberté et 28 500 francs congolais à la fois au marché Ziguida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la mandarine dont un fruit moyen s'achète à 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 11 juillet 2026 par l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de la capitale congolaise.
Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo vendredi 10 juillet 2026 affiché en dollars américains à 2247,55 francs congolais, en euros à 2568,32 francs congolais, un franc CFA à 3,91 francs congolais et en dirham, la monnaie des Émirats arabes unis à 625,04 francs congolais. Au samedi 11 juillet 2026, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2250 et 2300 francs congolais billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Ndjili, la devise américaine s'est changée à 2100 francs congolais. 2300 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. 2320 francs congolais au rond-point Forescom, précisément chez MR Double, dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2350 francs congolais. À Mbandaka, dans l'Équateur, à Bouendé, chef-lieu de la province de la Tchapa, et à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le billet du pays de Donald Trump s'est négocié à 2200 francs congolais pour $1 américain. Même taux de 2200 francs congolais pour $1 américain observé dans les villes de Kolosi, dans le Lualaba, Matadi, dans le Congo central, Kikwiti, dans le Kwilu, ainsi qu'à Gemena, dans la province du sud Ubangi. Cependant, le pic du taux de change à l'intérieur du pays, parmi les provinces contactées, a été observé ce week-end à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, où $1 américain a valu 2250 francs congolais. On prend les nouvelles des cours de matières premières sur le marché international et c'est avec Didi Mavambo, Nombolo Pepe. Face aux nouvelles tensions dans le golfe Persique, le prix du pétrole reprend de l'ascenseur. Chez WTI, le cours de l'or noir a clôturé la semaine en hausse de 0,17% en se négociant à 71,96 $ le baril. Et chez Brent, il a coûté 76,25 $ le baril en hausse de 0,46%. Hausse également du cours du cuivre de 2,04% en valant 13 356,50 $ la tonne. Pendant que le prix du cobalt continue d'observer une stabilité en se fixant à 56 290 $ la tonne. Baisse par contre du cours de l'or de 0,36%. Le métal jaune a valu 4106,98 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, il s'observe une stabilité à tendance haussière, en commençant avec le maïs négocié à 430 $ la tonne, le riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, dont le prix de la tonne s'est fixé à 13,49 $ et celui du blé à 612 $ la tonne. Enfin, le cours du cacao a grimpé de 5,87% en se négociant à 6309 $ la tonne, le tout à la clôture de la semaine qui vient de s'achever. C'en est fini avec cette édition de Fiscalité Développement. Merci de l'avoir suivi de partout où vous êtes. Mention spéciale aux téléspectateurs de Kolosi, plus précisément au quartier d'Ilungu, où la météo peu clémente indique un froid de canard. Bonsoir chez vous.